rail. Nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce colloque. Ce n'a absolument pas du tout été évident. Nous avons 7 laboratoires français qui se sont associés avec nous, 2 laboratoires belges, tant à l'Université libre de Bruxelles qu'à l'Université de Mons. Et nous avons porté ce projet depuis longtemps. Et puis, il y a eu cette fameuse épidémie du Covid qui a tout fait reporter. Et donc, nous avions programmé normalement ce colloque pour mai de cette année. Et nous avons vraiment voulu le faire. Et donc, cela n'a pas été possible en mai. Nous l'avons reporté avec obstination. Nous voulions vraiment pouvoir être en votre compagnie et pouvoir débattre sur ce thème. Et puis, voilà, notre obstination a porté ses fruits. Nous voilà enfin réunis ensemble pour ce colloque. Je suis aussi particulièrement heureuse parce que Faire Inter a une philosophie que je trouve particulièrement stimulante. Nous sommes réunis ici sur une base interdisciplinaire. Tout au long de ces 2 journées, vous allez entendre des sociologues, des politologues, des juristes, des ingénieurs, des économistes, des géographes, et j'en passe. Et aussi une philosophie interacteur, c'est-à-dire faire en sorte que l'université puisse s'ouvrir à certains moments à des acteurs sociopolitiques extérieurs au cadre universitaire pour pouvoir débattre tous ensemble. Alors, je pense que le choix de la Belgique a été un choix très judicieux. Faire Inter cherchait un lieu universitaire pour faire ce colloque. La Belgique, je le rappelle quand même, a une histoire fortement imbriquée à celle de l'histoire du rail. Il ne faut pas oublier que l'État belge, en 1835, fit construire la première ligne de passagers d'Europe continentale. C'était bien sûr une petite ligne qui reliait Bruxelles à Malines qui faisait 22 km, mais bon, ça fait date dans l'histoire. C'est aussi un plaisir d'organiser ce colloque dans le cadre de ce pays, de la Belgique, étant donné que, et ça en fait on le sait trop peu souvent, il a été aussi, ce pays, le berceau de débats très très importants, notamment à travers César de Pape, qui est un homme politique, un militant socialiste belge du 19e siècle, qui a été aussi médecin par ailleurs, et qui a vraiment conçu, théorisé la notion de service public. Et oui, il n'y a pas que... on imagine que tous les grands concepts viennent de France, d'Allemagne ou d'Angleterre, mais non. Donc César de Pape a théorisé cette notion de service public et il l'a défendu et présenté à Bruxelles lors du 7e congrès de l'Association internationale des travailleurs à l'époque, en à la fois développant sa notion de propriété collective, de monopole public, et mettant directement au cœur de cette notion l'importance de la gratuité des services publics. Alors, en disant cela, vous voyez tout de suite que le présent, le passé, tout cela s'articule, que ce soit en situation de tension ou en situation de connivence, et c'est ce que nous allons faire durant ces 2 jours. Nous allons réfléchir sur le présent, sur le passé. Certaines des présentations porteront effectivement sur l'histoire du rail. Nous allons essayer de retirer les leçons, les échecs, les succès de ces moments passés présents, parce que sans cette réflexion et sans ces connaissances accumulées, nous ne pourrons point maîtriser l'avenir. C'est un enjeu extrêmement important de discuter du rail dans ce contexte sociopolitique et socio-environnemental général, avec des défis absolument fondamentaux et énormes à relever pour nous, là, dès le présent, c'est-à-dire les questions purement et simplement de survie de l'humanité dans cette dynamique de réchauffement climatique. Donc vous voyez, déjà d'entrée de colloque, il y a plein de choses qui sont dites. Je suis sûre que ces 2 journées vont être particulièrement riches en débats, un débat en toute ouverture démocratique. Nous sommes à l'Université libre de Bruxelles. Voilà, je vous souhaite à nouveau un super colloque sur ces 2 jours et j'ai le plaisir de donner la parole à Marnix Dressen de Faire Inter. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Voilà, bienvenue à tous. Évidemment, notre vœu le plus cher est que ces 2 jours de colloque soient à la fois chaleureux, condition pour combattre, pour débattre,
en confiance et combattre en confiance, amicaux donc, mais aussi nourrissants intellectuellement, c'est-à-dire que chacune et chacun repartent mardi soir interpellés dans ses façons de percevoir la réalité à partir de l'expérience d'autres pays qui ont une autre histoire, un autre type de territoire, des économies structurées différemment et qui connaissent éventuellement d'autres rapports de force sociaux. Car le problème des relations entre la puissance publique et le monde ferroviaire, et entre le monde ferroviaire et la puissance publique, se pose de très longue date dans tous les univers sociopolitiques, sur tous les continents, quoiqu'à des degrés divers, puisque les combinaisons entre plus d'États ou plus de marchés sont variables selon les latitudes et selon les moments historiques. Aujourd'hui, ne serait-il pas absurde que les restructurations soient d'ampleur internationale du fait de l'extension des aires d'échange entre voyageurs et marchandises de différents États-nations, du fait aussi des incitations et injonctions supranationales comme celle de la Commission européenne, et que nos recherches et nos préoccupations intellectuelles demeurent centrées sur notre propre pays. Ce n'est pas sans raison que le sous-titre de Faire Inter, que je représente ici du fait de l'empêchement de notre président Jean Finez, est International Railway Studies. Faire, F-E-R, international, ou faire, F-A-I-R-E, international. 18 communications sur une bonne trentaine, soit environ 56%, portent sur d'autres univers que la France ou éventuellement sur des franchissements de frontières. Et si le colloque de Bruxelles est la 4e manifestation scientifique organisée ou co-organisée par Faire Inter en 9 années d'existence, c'est la seconde qui se tient à l'étranger. L'autre était à Rabat en 2015. Apportons une précision sur l'agencement interne des 7 ateliers. Nous avons eu le souci de ne pas seulement permettre la parole singulière, tout à fait légitime, mais de favoriser le dialogue et la discussion collective. L'idée est de réduire au minimum notre tendance à s'engager dans des tunnels parallèles où se tiendraient autant de discours qui s'ignoreraient mutuellement. Au contraire, nous avons voulu mettre en place des aiguillages permettant des rencontres. Cela suppose que les présidents de séance soient des maîtres inflexibles des horloges pour qu'une discussion collective ait le temps de s'engager entre chaque communicante avec le rapporteur, avec la rapporteure, éventuellement la présidente ou le président, mais tout autant entre les membres de l'atelier et avec les personnes qui, en présentiel ou à distance, et bien que non communicantes, souhaitent elles aussi échanger. Avant de rendre la parole, je tiens naturellement à remercier chaleureusement l'ULB qui nous reçoit si aimablement. Et voilà, je me reconnais parfaitement dans les premiers paragraphes de cette affiche pour la liberté d'expression, les libertés et la culture du débat. Donc nous tenons à remercier l'ULB qui nous reçoit si gentiment, remercier aussi les 12 institutions de recherche qui, si on additionne celles qui, en France et en Belgique, ont cofinancé cette initiative, et parfois de façon très importante, et le ministère fédéral belge de la mobilité. Nous devons remercier les membres du Conseil scientifique qui ont très sérieusement rapporté sur les projets de communication et parfois rédigé des mails pour demander, au vu des intentions de communication, un recentrement sur la thématique du colloque. Sur le plan du comité d'organisation, il convient de remercier plus spécialement Jean Finez, lui qui, plus que quiconque, a voulu ce colloque. Jean Van de Watten, de l'Université de Mons, qui est lui aussi membre de Faire Inter, et Corinne Gobin, de la FNRS, directrice du GRED à l'ULB. Depuis des mois, Corinne s'est dépensée sans compter, elle aussi, pour que ce colloque voie le jour dans les meilleures conditions possibles.
tant qu'on n'a pas directement participé à la mise sur pied d'une telle manifestation, on a difficilement conscience de la somme de travail nécessaire pour qu'un événement comme celui-ci aboutisse. Qui pourrait imaginer le nombre de problèmes de conception ou de problèmes matériels et financiers à trancher pour que le train parcourt le trajet prévu et arrive à l'heure à destination? Les sociologues du travail ont coutume de parler de travail invisible pour évoquer toutes ces dépenses d'intelligence et d'énergie sans laquelle aucun projet n'aboutirait, mais qui pourtant échappent au regard. C'est vrai en général, mais tout particulièrement en période de Covid, qui accroît toutes sortes de difficultés. Du fait des mesures sanitaires, il ne nous a par exemple pas été possible d'organiser le colloque comme il était prévu, et cette année de pouvoir faire venir d'autres chercheurs provenant d'autres continents, et notamment d'Afrique, qui, sans les mesures sanitaires, auraient pu se déplacer à Bruxelles. Donc, pour ces efforts, je vois que Maguil Moutot est là, incrusté dans l'écran, donc bienvenue aussi à lui. De faire venir ces chercheurs étrangers à Bruxelles. Voilà. Donc, pour tous ces efforts, merci à tous, et tout spécialement à Corinne. Voilà. Assez parlé, et il est temps d'entamer maintenant la première session plénière. Merci beaucoup. Bonjour à nouveau. Eh bien, nous allons entamer tout de suite notre programme de travail. Et donc, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir commencer tout de suite sur les chapeaux de roue avec un passionnant. Nous avons invité notre ministre fédéral de la mobilité, M. Georges Gilquinet, à venir nous rejoindre, et il a accepté. Nous en sommes absolument ravis. Donc, il va vous faire une conférence d'une demi-heure en centrant son intervention sur l'avenir du rail, dont on en a parlé. On attend beaucoup de sa gestion, justement, pour voir comment on peut prendre des orientations de type économique, de gestion économique complètement radicalement différentes par rapport à ce qui a été fait dans le passé. Et donc, il va nous parler de sa vision et des contrats de service public ambitieux et réalistes, nous dit-il. Alors, Merci Madame Gobin, organisateur, pour cette obstination qui vous a conduit à organiser ce colloque sur un thème qui est passionnant et qui, je n'en doute pas, pourra nourrir nos travaux. Je me présente, les Belges ici dans la salle, notamment les représentants syndicaux me connaissent sans doute, mais nous sommes dans un contexte international, et donc je salue celles qui sont en lien avec nous. Donc mon nom est Georges Gilquinet, et vendredi, ça fera 1 an que j'ai la chance et le privilège d'être ministre de la mobilité au sein du gouvernement fédéral belge, vice-premier ministre. La chance et le privilège parce que c'est un choix que nous avons posé d'exercer ces compétences complexes de la mobilité pour essayer de prendre les leviers en main et de conduire notamment nos entreprises ferroviaires vers l'avenir, vers 2040 en l'occurrence. Pour déployer les atouts du rail, le gouvernement fédéral belge, c'est dans l'accord que nous avons signé, veut en effet le doter d'une vision à moyen terme, à vision 2040. Nous voulons fixer un cap que doivent suivre les entreprises ferroviaires, mais pas rien qu'elles,
l'ensemble de la société, parce que c'est bien ça le rôle de l'autorité publique, c'est de piloter le système, définir des objectifs, en l'occurrence ici au système ferroviaire, et coordonner la stratégie pour les atteindre. Cette vision claire, cette vision d'avenir est publiquement et depuis longtemps réclamée par les entreprises et par la société civile. La question c'est quel rôle veut-on que le rail joue dans notre pays et quelle est la stratégie pour y arriver? Nous devons, à cet égard, changer de méthode et nous doter d'un pilotage effectif et à long terme sur le fonctionnement du secteur ferroviaire et planifier les investissements et les évolutions réglementaires sur base des objectifs précis d'amélioration des services de transport que nous nous sommes fixés. Si on observe les compagnies ferroviaires les plus efficaces aujourd'hui ailleurs en Europe, ce sont celles qui, un jour, se sont dotées, avec les autorités publiques, au pilotage d'une telle vision et qui ont posé ensuite des choix conséquents pour y arriver. Cette planification stratégique que nous voulons réaliser, que nous sommes en train de réaliser, permettra de rencontrer simultanément 3 objectifs. Le premier des objectifs, c'est une amélioration quantitative et qualitative substantielle de l'offre ferroviaire, tant pour les voyageurs que les marchandises. C'est augmenter la part modale du train, réaliser le transfert modal, le shift, à la fois des personnes qui sont aujourd'hui dans leur voiture, que ce soit pour se déplacer pour des raisons professionnelles, pour des raisons de loisirs, y compris à l'étranger, pour faire en sorte que demain elles prennent plus facilement le train. De même pour les marchandises qui aujourd'hui sont sur des camions qui obstruent nos routes, qui les abîment, qui polluent, qui représentent un danger. Donc réaliser ce shift modal, davantage de marchandises transportées par rail avec cet objectif clair qui figure dans les plans européens, dans les plans des entreprises ferroviaires et dans l'accord de gouvernement belge, doubler le volume de marchandises transportées par rail d'ici 2030, un train de marchandises représentant un minimum 50 camions qui ne sont pas sur la route. Donc, premier objectif, une amélioration quantitative et qualitative de l'offre. Deuxième objectif, une amélioration structurelle de l'intégration entre les différents services ferroviaires et avec les autres modes de transport. Ici en Belgique, comme dans d'autres États fédéraux, les services bus, de métro, de tram relèvent des compétences régionales. Le train est une compétence fédérale, ce qui est assez logique puisque les lignes ferroviaires traversent l'ensemble du pays. Nous devons réussir cette intégration. De même, nous devons penser plus loin que les transports publics. Nous devons réussir aussi l'intégration avec d'autres modes de déplacement, avec priorité évidemment la marche, ensuite le vélo, les transports publics et aussi la voiture. Et il y a autour de ce concept de la mobilité comme un service, je pense beaucoup de choses à réaliser, j'y reviens. Et 3, puisque l'argent ne pousse pas sur les arbres, pas plus en Belgique qu'ailleurs, nous avons une responsabilité de maîtrise des coûts du système et d'utilisation efficace de l'argent public. Parce que d'une part, je réclame et revendique davantage de moyens pour notre système ferroviaire. C'est aussi une évidence économique. 1 euro investi dans l'infrastructure a un effet démultiplicateur, jusque 3 euros de retour direct et indirect. Mais nous avons également une responsabilité d'utiliser de façon efficace, efficiente les moyens publics. Chaque année, nos entreprises ferroviaires sont fortement dotées par de l'argent public. Nos concitoyens et les entreprises utilisatrices du rail ne demandent pas plus de béton ou plus de rail, ils veulent avant tout plus de trains, plus fiables, plus ponctuels. C'est la raison pour laquelle je veux à chaque plan de transport de la SNCB augmenter l'offre avec des trains plus tôt le matin, plus tard le soir. De quoi avons-nous réellement besoin pour garantir à terme la circulation de trains toutes les demi-heures sur les différentes lignes du pays et toutes les 10 minutes
dans le cœur des grandes agglomérations. Qu'est-ce qui est réellement requis pour doubler le volume de marchandises sur le rail d'ici 2030? Ce sont les questions auxquelles doit répondre cette vision 2040. C'est l'objectif à atteindre en fixant un objectif à long terme avec, j'insiste aussi, des résultats intermédiaires. Il ne s'agit pas de promettre le grand soir et de ne jamais voir les effets des choix qui sont posés. Il faut poser quotidiennement ou annuellement des actes qui montrent des évolutions vers l'objectif que nous souhaitons atteindre. Infrabel, notre gestionnaire de réseau, et la SNCB qui assurent le service aux voyageurs sont des entreprises publiques, industrielles, des entités complexes qui, pour progresser et innover, ont besoin d'un cap, d'anticipation et de stabilité. Elles ont besoin de savoir où l'autorité veut qu'elles aillent. Le temps ferroviaire est long, les investissements ferroviaires sont longs. La décision prise aujourd'hui d'acheter un type de train verra ses effets 7 ans si on travaille rapidement, parfois dans 10 ans. Le ministre que je suis reçoit parfois des critiques sur l'accessibilité du matériel roulant. Et le matériel roulant qui a été acheté il y a 20 ans et qui n'est pas encore amorti, que je ne peux pas décemment décider de mettre à la casse. Ce ne serait d'ailleurs pas une solution en termes de service. Décider aujourd'hui de créer une nouvelle ligne, de renforcer ou de doubler cette ligne de façon plus crédible, portera ses effets après quelques années. C'est pourquoi il convient de se projeter à 20 ans, d'avoir le courage de penser au-delà de l'horizon d'une législature, ce qui est souvent le reproche qu'on fait aux responsables politiques. Pour autant, je l'ai dit, les effets positifs et les résultats concrets d'une telle planification stratégique devront se faire sentir progressivement au gré des étapes successives de mise en œuvre. Dès qu'un progrès peut être enregistré en termes de fréquence de train, en termes de nombre de points d'arrêt, il faut pouvoir en faire profiter les voyageurs. Ici en Belgique, on discute souvent du RER, le réseau express régional, dont on dit qu'il est un peu le monstre du Loch Ness, mais en fait le RER, il apparaît petit à petit grâce au renforcement de fréquences sur certaines lignes. Et j'insiste vraiment là-dessus auprès des entreprises ferroviaires pour qu'elles puissent montrer avec moi l'augmentation de la qualité du service qui ne peut qu'attirer davantage de clients vers le rail. Alors nous avons mis en place un pilotage en phase avec les expériences réussies menées ailleurs en Europe, puisque le constat est le même dans de nombreux États européens ayant par ailleurs fait des choix différents en matière d'organisation du système ferroviaire. Le rôle de régisseur du système doit être porté et assumé par l'autorité publique, notamment au regard de la fragmentation croissante des responsabilités entre les différents acteurs. Les entreprises ferroviaires, l'Europe a obligé de séparer les rôles de gestion d'infrastructure et de transport des voyageurs, les agences publiques spécialisées dans les différents aspects de régulation, les différents clients de nos entreprises ferroviaires, des clients publics ou privés qui transportent des marchandises ou des personnes, au national ou à l'international. Tout cela doivent pouvoir trouver une réponse, et c'est notamment un des constats, cette fragmentation qui a conduit à la réforme assez spectaculaire récemment annoncée par le gouvernement anglais, réforme du système ferroviaire donc britannique. Dans des contextes institutionnels très différents, des constats similaires sont également posés en Allemagne ou aux Pays-Bas, notamment. L'État n'a pas pour vocation de s'occuper des aspects opérationnels des systèmes ferroviaires. Ce sont aux entreprises elles-mêmes, avec leur conseil d'administration, avec leurs dirigeants, de le faire dans un système fonctionnel. Il peut également se dispenser d'assumer la responsabilité des choix tactiques. Le rôle de l'État, c'est d'assurer le pilotage stratégique des ambitions ferroviaires que nous devons nous donner, et c'est ce que nous voulons faire avec cette vision 2040. Quels services voulons-nous pour demain? Quel investissement dans l'infrastructure sont nécessaires pour le réaliser? Ce sont les questions que nous nous posons et que nous voulons définir. Un aspect important de ce pilotage stratégique du système ferroviaire réside dans le fait
d'initier une planification intégrée de l'offre de services et des développements de l'infrastructure, à l'instar de ce qui se pratique, par exemple, avec succès en Autriche, en Suisse et de manière plus récente en Allemagne. Quel investissement dans le réseau réalisons-nous pour obtenir quels résultats, par exemple, en matière de fréquence de train, de régularité, de vitesse de déplacement de ces trains? Il s'agit d'une des clés de la performance d'un système ferroviaire pour les usagers du rail, mais également pour les différents opérateurs. Il convient bien sûr de s'appuyer sur les initiatives et l'expertise du secteur, en particulier dans les entreprises publiques. J'ai la chance depuis un an de travailler avec des entreprises qui ont une somme de connaissances techniques et historiques absolument impressionnantes, qui aiment leur métier. Les cheminots sont des personnes qui sont passionnées. Mais cela doit se compléter par les connaissances et le regard critique des parties prenantes issues du monde économique. Je suis très régulièrement interpellé par les entreprises et les fédérations d'entreprises, par le monde académique, raison de ma présence aujourd'hui et de mes remerciements réitérés pour l'organisation de ce colloque, syndical, évidemment, parce que les entreprises ferroviaires ne seraient rien sans les bras, les jambes et les cerveaux de leurs travailleurs, et associatif aussi, puisque l'associatif a un avis souvent pointu sur les questions ferroviaires. Mais une fois tous ces avis pris, une fois ce dialogue réalisé, c'est à l'autorité publique de prendre la responsabilité d'aligner les différents acteurs sur un horizon commun, co-construit dans la mesure du possible. La vision 2040, en fait, c'est un cadre aussi pour le développement de l'intermodalité. Il ne s'agit pas uniquement d'une réflexion centrée uniquement sur le système ferroviaire. Le succès des solutions ferroviaires dépend de l'efficacité de l'ensemble de la chaîne de déplacement et également des conditions cadres qui favorisent les modes de transport durables, notamment sur le plan fiscal. La Belgique souffre aujourd'hui en matière de mobilité d'un système de voitures salaires qui s'est développé en raison notamment du coût lié au salaire. C'était une manière de contourner ce coût, mais ça conduit aujourd'hui à des difficultés d'engorgement et une concurrence finalement déloyale à l'égard du train. C'est un exemple. Le train seul ne pourra pas offrir une alternative crédible à l'utilisation de la voiture particulière partout dans le pays. Un shift modal ambitieux nécessite une approche multimodale et coordonnée en concertation avec les différents niveaux de pouvoir. C'est la raison pour laquelle, dès mon entrée en fonction, il y a moins d'un an, j'ai pris contact avec mes collègues en charge de la mobilité dans les régions et je les ai réunis et nous nous réunissons, puisque c'est toujours un moment d'échange toutes les 4 à 6 semaines pour échanger sur les enjeux que nous rencontrons et pour développer des initiatives coordonnées, par exemple ici l'intégration tarifaire dans la zone bruxelloise, la possibilité de prendre différents modes de moyens de transport avec un seul ticket pour un prix unique. Alors c'est dans un premier temps uniquement sur la zone autour de Bruxelles, 10 km autour de Bruxelles, mais c'est le point de départ, je pense, d'une intégration tarifaire qui est une des conditions du transfert modal. Ce souci de collaboration est permanent et heureusement, ce n'est pas toujours le cas dans notre beau pays. La volonté de travailler ensemble est bien présente, mais elle doit aller au-delà, je l'ai dit déjà, des autorités publiques et des modes de déplacement collectifs et publics. Nous devons pouvoir aussi intégrer dans notre réflexion d'autres services de mobilité, les vélos partagés, les trottinettes partagées, les voitures partagées, voire le taxi. C'est la condition pour faire de la mobilité une liberté. C'est de rendre les usagers des transports en commun et d'autres moyens de transport que la voiture individuelle, leur rendre la vie aussi facile
que finalement, voire plus facile, puisqu'ils n'ont pas toute la charge mentale, tout le coût de l'investissement dans la voiture individuelle. Donc, c'est de proposer une alternative solide et nous y travaillons en essayant de mettre ensemble les différents morceaux de la solution de mobilité entre le train et les autres moyens de transport. Cette vision 2040, c'est aussi un cadre pour guider les investissements publics. Investissements publics dans l'infrastructure, dans le matériel roulant. Choisissons d'investir dans des trains double étage ou dans des trains beaucoup plus légers. Quels investissements réalisons-nous en matière de digitalisation pour augmenter l'efficience dans l'attribution des sillons ou dans la gestion des travaux sur les lignes. C'est une démarche globale comme la vision 2040 qui éclairera en particulier les choix de futurs investissements. Les projets futurs seront évalués, adaptés et priorisés en fonction de ce cadre. Mais la priorité réside avant tout à tirer un meilleur parti du réseau existant, à mieux l'utiliser de sorte à transporter davantage de personnes et de marchandises. Il y a là des gains possibles. À cette fin, nous devons réaliser les interventions les plus ciblées, décider des meilleurs processus de coordination entre le gestionnaire du réseau et le transporteur de personnes, entre le gestionnaire du réseau et ses clients transporteurs de marchandises, pour apporter plus rapidement plus de bénéfices que de nouvelles réalisations spectaculaires, coûteuses, en particulier dans un pays déjà très riche en infrastructures de transport, même si elles sont vieillissantes. L'héritage du passé n'est pas toujours quelque chose d'évident pour le ministre de la Mobilité que je suis. Trop souvent, on a négligé par le passé pour des raisons d'économie de court terme, des réparations ou un entretien qui était pourtant fondamental à la durabilité du réseau. Il faut essayer de remettre tout ça à plat. La vision 2040, c'est aussi un cadre pour favoriser les investissements privés. Donner la stabilité au système ferroviaire et de la visibilité par rapport aux évolutions attendues, c'est également nécessaire pour que les entreprises qui envisagent d'utiliser le rail pour s'approvisionner en matières premières ou expédier leurs marchandises fassent le pas, fassent elles aussi le shift modal. Beaucoup sont demanderesses dans un pays qui se caractérise par son haut taux d'embouteillage et avec le coût économique qui est lié. Des entreprises sont prêtes à faire le passage vers le train, mais il leur faut d'une part une offre concurrentielle, mais d'autre part une garantie que les choix industriels qu'elles posent seront durables, seront soutenus par les investissements de l'autorité publique. Les chaînes logistiques ne s'improvisent pas, les choix d'implantation des entreprises non plus. Il en va de même pour les acteurs de l'écosystème des services de mobilité, qui est en train de se réinventer ici en Belgique avec le développement de l'économie numérique et partagée, la mobilité comme un service, le MaaS, les solutions de mobilité nouvelles viennent en effet souvent se greffer sur la base constituée par un système de transport public lisible et efficace. L'accord de gouvernement fédéral indique que le rail sera la colonne vertébrale de la mobilité de demain. Pouvoir donner une vision claire de ce que nous allons faire sur base d'investissements suffisants, d'un consensus politique, c'est aussi une manière de renforcer notre économie. Cette vision 2040, autre chapitre, ce sera aussi le cadre pour les nouveaux contrats entre l'État et les entreprises publiques ferroviaires. Vous le savez sans doute, les contrats qui régulent les relations entre l'État fédéral et les deux entreprises ferroviaires sont complètement datés. Les derniers contrats de gestion ont été signés en Belgique en 2008, ça veut dire qu'ils ont été négociés en 2005, 2006, 2007, pour couvrir une période qui allait initialement jusqu'en 2012.
il y a quasiment 10 ans. Ils ont été depuis lors systématiquement prolongés, ajustés à la marge, sans être révisés de fond en comble et adaptés aux nouveaux enjeux de mobilité. Depuis lors, on peut dire que les entreprises publiques naviguent à vue, faisant de leur mieux, évidemment avec les indications données au travers d'avenants annuels ou de règles provisoires définies par des arrêtés ministériels ou royaux qui sont destinés à compenser l'absence de nouveaux contrats de gestion, mais il y a un contraste évident entre le fait que le rail travaille sur du temps long et le fait qu'il est lié aujourd'hui par des accords provisoires. Le monde, pendant ce temps-là, change. Il change rapidement, de plus en plus rapidement. Le contexte européen, depuis 2012, a évolué également fondamentalement. Et il est grand temps de refonder la relation entre l'État et les entreprises publiques sur des bases plus saines, moins court-termistes, avec un partage plus clair des rôles et responsabilités de chacun. En un mot, dans un cadre qui permet de se projeter dans l'avenir. Demain, ces contrats sur lesquels nous sommes en train de travailler, j'espère pouvoir aboutir dans l'année, fixeront les prestations attendues par les entreprises. Il est de la responsabilité de l'État, du gouvernement, du ministre qui est face à vous, de donner des orientations claires à nos deux entreprises ferroviaires, Infrabel et la SNCB, quant aux prestations qui sont attendues de ces entreprises. Les contrats qui lient l'État avec chacune d'entre elles seront négociés de sorte à articuler les obligations de service public qui doivent être claires et d'y lier de manière transparente les subventions publiques appropriées, des objectifs de service liés à un subventionnement de l'État. Le contrat de gestion entre l'État belge et la SNCB, qu'on appellera dorénavant, et les mots sont importants, contrat de service public au regard du droit européen, définira ainsi le niveau attendu de service aux usagers et la trajectoire escomptée d'amélioration des performances dans le chef de la SNCB. Il portera sur les aspects suivants, le niveau et la qualité de service ferroviaire proposé, quelle fréquence de train, quelle amplitude de service, quelle attente en matière de ponctualité, de confort, les attentes en termes d'accessibilité, d'accueil et d'information aux voyageurs, aussi au niveau de l'accueil, par exemple, des cyclistes, mais des personnes à mobilité réduite, que ce soit une maman avec un landau, quelqu'un qui s'est cassé le pied ou une personne âgée. Et troisièmement, les modalités relatives au conventionnement à initiative commerciale en ce qui concerne les tarifs. Quels sont les tarifs à proposer pour les voyageurs quotidiens qui vont au travail, pour les voyageurs occasionnels, pour les plus jeunes ou pour les plus âgés. Conformément à l'accord de gouvernement, et c'est important dans le contexte européen, la mission de service public d'opérateur de transport de personnes sera attribuée directement à la SNCB pour une période de 10 ans. Donc c'est le fameux Direct Award européen. L'option de notre gouvernement est claire. On aurait pu ouvrir le marché. Nous faisons le choix pour les 10 prochaines années de confier à la SNCB le monopole du transport des personnes. Le même exercice est réalisé pour Infrabel, le gestionnaire d'infrastructure. Le contrat, qui sera un contrat de performance, déterminera les exigences en matière de qualité et de service aux entreprises ferroviaires et de qualité d'entretien, de renouvellement et de sécurisation du réseau ferroviaire, y compris avec des dimensions relatives à l'impact sur l'environnement des choix qui sont posés par le gestionnaire d'infrastructure, impact sur la biodiversité et sur la santé. Après des années d'atermoiement, après des années d'incertitude, après des années de flou, le calendrier pour conclure ces contrats est serré. La marche à franchir est haute également au regard des attentes, je le ressens depuis un an, et des défis d'une part et des efforts à produire pour les rencontrer d'autre part dans un contexte, je l'ai dit, où l'héritage n'est pas évident, mais nous émettons la dernière des énergies. Plusieurs étapes concrètes ont déjà été franchies. Nous avons publié
les spécifications, c'est un peu la table des matières de nos futurs contrats, donc les spécifications et les obligations de service public, hein, c'est la feuille de route, autrement dit, établie par l'autorité publique en amont de la négociation des futurs contrats. Nous avons rendu publiques ces spécifications. Nous avons fait le choix également de consulter largement les acteurs socio-économiques et associatifs dans le but de donner l'assise la plus large possible aux futurs contrats. Nous sommes en dialogue avec les entreprises ferroviaires, mais pas rien qu'avec elles, aussi avec les parties prenantes. Les négociations sont en cours avec pour objectif une entrée en vigueur des nouveaux contrats au plus tard en 2023. On va aussi lier avec le directoire des obligations européennes. C'est un processus complexe, évidemment. Certaines personnes dans la salle qui y travaillent s'en rendent compte, je pense. Il demande l'engagement et la responsabilité de toutes les parties autour de la table. Évidemment, le ministre que je suis et le gouvernement qui doivent assumer leurs responsabilités, mais aussi les opérateurs ferroviaires. Concernant le contenu du contrat, quelques objectifs que je peux citer ici. Nous souhaitons, entre autres, valoriser davantage la disponibilité du matériel roulant et du personnel, en particulier en dehors des heures de pointe, notamment en soirée et le week-end. Ce sont sur ces segments que la demande de transport a le plus progressé ces dernières années. La concentration de la demande ferroviaire aux heures de pointe, qui est un peu la tradition ici en Belgique, coûte cher à la fois en matériel et en personnel. Un lissage de cette demande nous semble possible. La crise sanitaire nous l'a laissé entrevoir avec davantage de télétravail également, qui est une donnée dont je pense que toutes les entreprises ferroviaires en Europe doivent tenir compte. J'en discutais encore la semaine passée. Ouais, je crois que je vais tenir les 3 minutes. Je suis presque à ma conclusion. Si je ne dégraisse pas trop, évidemment. J'en discutais donc encore avec mes collègues européens lors d'un sommet informel organisé par la présidence slovène. Ça change un peu le métier ferroviaire. Et à côté des mesures encourageant le télétravail et l'adaptabilité des horaires de travail, il convient donc aussi d'encourager l'utilisation du train en dehors des heures de pointe et sur les trajets courts et moyens en proposant des tarifs attractifs et un service de qualité, notamment pour ce qui concerne la fréquence. Le contenu des contrats doit favoriser la coopération et la responsabilité. Je veille à mettre en œuvre un dialogue constructif et informé entre les entreprises publiques et l'État, portant sur l'évolution des performances au cours des contrats. Ce dialogue s'appuiera sur des mesures chiffrées, des objectifs et des réalisations. Celles-ci porteront sur la qualité des services rendus et sur l'efficacité de l'utilisation des ressources investies dans le système ferroviaire. À cet égard, je favorise une approche basée sur des cercles d'amélioration continue. Nos entreprises peuvent et doivent évoluer, se mettre sans cesse en question. La démarche de résolution de problèmes et d'identification de solutions est, à mon sens, une des clés d'une gouvernance réussie et mature d'un domaine complexe présentant de nombreuses interdépendances. Enfin, je suis attentif à favoriser la coopération et la coordination entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'entreprise ferroviaire en charge du service public de transport des personnes. Ce n'a pas toujours été le cas par le passé, mais l'attractivité du rail dépend de manière cruciale d'une coordination à tous les niveaux entre la voie et les véhicules qui y circulent, depuis les choix technologiques jusqu'à la gestion des opérations en temps réel. Les contrats doivent, à cet égard, prévoir des outils favorisant cette coordination pour que les décisions prises de part et d'autre soient dans l'intérêt global du système et donc de ses utilisateurs, voyageurs ou entreprises. En conclusion, je dirais vive le train. Le rail est doté de nombreux atouts. Il est porteur de solutions face aux nombreux défis auxquels nos sociétés sont confrontées, dont notamment l'urgente diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la mobilité quotidienne. Pour faire valoir ces atouts, demain encore plus qu'aujourd'hui, le secteur ferroviaire a besoin d'une gouvernance renouvelée, d'objectifs ambitieux, mais aussi d'une méthode rigoureuse pour les atteindre. Les contrats de service en seront un élément essentiel,
il leur revient de décliner en prestations concrètes, en droits et obligations, en procédures de coordination et en jalons successifs les objectifs stratégiques portés par l'autorité publique que la vision à long terme a pour sa part le rôle de rendre explicite. Notre génération politique a une responsabilité énorme, c'est celle de pouvoir sauver le climat, diminuer de façon énorme nos émissions de CO2. Évidemment, le train est le premier des leviers pour y parvenir, et c'est vraiment dans ce contexte global que s'inscrit le travail que nous avons entamé et que j'espère pouvoir faire aboutir d'ici à 2024. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Gilles Quinet. Je vais demander peut-être à Mathieu Strahl de venir au pupitre. Comme ça, nos collègues qui se trouvent à l'étranger peuvent me voir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Gilles Quinet. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de la conférence de nous permettre de discuter sur ces questions de l'avenir du rail. Et effectivement, comme vient de l'expliquer Monsieur le ministre, on est à un carrefour pour plusieurs raisons. On a un carrefour en matière de mobilité, on a un carrefour en matière climatique et sociale. Et dans ce cadre-là, le chemin de fer a un rôle crucial à jouer en termes de mobilité sociale et de mobilité climatique. Et donc, j'aimerais ouvrir le débat en poursuivant sur ces questions-là parce que ce soit en Belgique ou au niveau européen, on a des décisions qui sont importantes à prendre. Commençons par la situation en Belgique. On a une entreprise ferroviaire qui sort de plusieurs décennies d'économies très très fortes, d'économies qui ont amené le nombre de travailleurs, si on prend simplement les 20 dernières années, à baisser de 30%, alors même que le nombre de passagers augmentait de plus de 60%. D'économies qui ont amené des coupes très fortes dans les budgets d'investissement. On parle effectivement d'une entreprise, le chemin de fer, ça coûte cher, et donc les coupes budgétaires, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards. Et donc, on est à une situation où on a une entreprise ferroviaire en Belgique qui est à la corde, si on le dit un peu trivialement. Les témoignages des gens que je connais qui travaillent et à la SNCB et chez Infrabel témoignent d'une situation de tension très très forte pour simplement maintenir le réseau existant. On a encore vu la semaine passée Infrabel qui signalait que sans moyens supplémentaires, on allait vers des fermetures de lignes faute d'entretien, des fermetures de connexion aux entreprises faute d'entretien qui vont à l'encontre du rôle que devrait remplir le chemin de fer. Et donc, la première chose le premier élément sur lequel j'aimerais qu'on puisse discuter, c'est est-ce qu'on a des garanties financières derrière ces ambitions de mobilité? Est-ce qu'on a des garanties en termes de maintien du réseau, des garanties en termes de personnel suffisant pour prendre en charge ces flux de personnes et de marchandises dans le futur? Ça, c'est, disons, pour le niveau belge et, disons, plutôt à court terme. Dans le cadre d'une vision à l'horizon 2040, qui est effectivement nécessaire parce que, comme vous l'avez dit, les décisions qu'on prend maintenant sur le chemin de fer se répercutent pour les prochaines décennies. Il est très intéressant d'entendre la confirmation de l'ambition de conserver une entreprise publique pour l'exploitation du chemin de fer au-delà de 2023, donc pour la période 2023-2033. Mais au-delà, quelles sont les volontés? Au-delà de 2033, est-ce que des discussions ont déjà lieu pour définir le cadre qui sera celui du chemin de fer en Belgique? Est-ce que l'idée est d'adapter la SNCB et Infrabel au cours des 10 prochaines années pour
ouvrir le marché ou au contraire de renforcer l'entreprise publique avec une volonté de poursuivre cette attribution de l'exploitation du chemin de fer en Belgique à une entreprise publique. Et alors, et c'est le dernier grand thème sur lequel j'aimerais que nous puissions discuter, c'est quelles sont les ambitions au niveau européen cette fois. Parce qu'effectivement, on a une urgence climatique forte de changer la mobilité et des personnes et des marchandises, ce qui implique en fait concrètement de relancer des trains de marchandises et des trains de passagers au niveau européen cette fois-ci. Or, et là de nouveau on l'a vu dans l'actualité récente, or les règles de libéralisation, et je pense qu'on y reviendra dans la suite des 2 journées de colloque, or les règles d'ouverture du marché au niveau européen ralentissent, bloquent, entravent le lancement d'initiatives fortes en la matière, parce qu'elles font disparaître, elles empêchent les logiques coopératives entre opérateurs, parce que les logiques de marché s'opposent à un maintien d'un service public. Et donc, concrètement, quand des opérateurs cherchent à lancer, par exemple, des trains de nuit, ils se retrouvent confrontés à cette impossibilité de les rendre soit accessibles au public par le prix des billets, soit simplement à pouvoir les exploiter parce que, pour des raisons d'interprétation différentes des règles européennes d'un pays à un autre, soit ils n'arrivent pas à obtenir des sillons, soit ils n'arrivent pas à obtenir des subventions. Et donc, dans les règles de marché actuelles, il est très compliqué de lancer une initiative forte en matière de chemin de fer au niveau européen. Et au contraire, l'ouverture du marché ferroviaire européen a plutôt conduit à la disparition de tout ce qui n'était pas rentable, ce qui est le propre de la mise en œuvre de règles de marché. Elles ont fait disparaître au niveau international tout ce qui n'était pas rentable, donc les trains internationaux classiques, les trains de nuit. Au niveau des marchandises, les trains qui ne constituent pas des liaisons directes entre les grands ports maritimes et les principales zones industrielles européennes. Et donc ne se maintiennent que d'un côté des TGV et de l'autre des trains de marchandises groupés pour les flux principaux. Mais le reste de la mobilité internationale a été, par ce fait, capté par la route, l'avion ou le bus, le camion, si on parle des marchandises. Et donc, est-ce qu'il y a une ambition, cette fois au niveau européen, de faire changer ces règles, vu l'urgence climatique, vu l'urgence sociale en la matière? Et donc, finalement, on a 3 thèmes de discussion. Quelles sont les ambitions à court terme et à moyen et long terme au niveau belge, et quelles sont les ambitions au niveau européen? Monsieur, oui, vous pouvez utiliser, oui. Répondre très rapidement pour que nous puissions après avoir un échange avec la salle. L'idée n'est évidemment pas de monopoliser la parole, mais les 3 interpellations sont bien ciblées. Quelque part, je m'y attendais. Si ces questions-là ne venaient pas, ce serait problématique pour la qualité de ce colloque dont je ne doutais pas. La question des moyens. Le nerf de la guerre. L'accord de gouvernement est particulièrement ambitieux en matière de rail, mais je le dis souvent à mes collègues de gouvernement, il ne suffit pas de l'écrire, il faut pouvoir le financer. Alors, des actes ont déjà été posés dans le cadre des moyens européens qui ont été confiés à la Belgique, le plan pour la relance et la résilience. Un quart des moyens fédéraux ont été attribués au rail, 365 millions d'euros. Ça peut apparaître beaucoup, mais c'est très peu par rapport au coût d'une infrastructure ferroviaire. Ils nous ont déjà permis d'activer des leviers importants en termes d'accessibilité, en termes de renforcement des endroits précis du réseau, mais ce n'est pas suffisant, évidemment, par rapport aux économies passées, par rapport à l'état du réseau, raison pour laquelle je revendique dans le cadre du conclave budgétaire, et on est en plein dans l'actualité puisqu'il se déroule les jours prochains, à la fois, des moyens nouveaux, à la fois pour ce qui concerne l'opérationnel, l'OPEX, c'est-à-dire pour la SNCB,
la mise en œuvre d'un plan de transport avec plus de trains, comme je l'ai dit, à la fois pour ce qui concerne Infrabel, l'entretien du réseau, mais aussi les moyens d'investissement, considérant qu'il s'agit effectivement d'investissements qui sont productifs. Il y a un tas d'entreprises actives dans le secteur ferroviaire qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir mettre en œuvre les travaux. Et puis il y a un tas d'entreprises bénéficiaires secondaires de ces travaux qui ne demandent qu'à investir. En même temps, comme je l'ai dit, nous devons veiller à ce que l'argent public consacré au rail soit dépensé de façon efficace, qu'il s'agisse de leviers, qu'on puisse comparer le fonctionnement de nos entreprises ferroviaires avec ce qui se passe à l'étranger, essayer de comprendre s'il y a des différences ou sont éventuellement les gains d'efficacité dans le respect évidemment des travailleurs. Deuxième question, quid après 2033 ? Je ne crois pas que je serai encore ministre de la Mobilité en 2033. En tout cas, je peux vous dire mon objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'améliorer l'infrastructure et le service ferroviaire de façon à ce qu'en 2033, on verra comment les règles auront évolué, la SNCB puisse se succéder à elle-même en tant qu'opérateur public monopolistique de transport, mais en tout cas d'être suffisamment performant. Mais je pense qu'on doit se préparer à cette hypothèse. En latin, on dit « si vis pacem parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre. On doit se préparer effectivement à ces scénarios. Et je pense qu'ensemble, toutes les parties prenantes, l'autorité publique, les entreprises ferroviaires, les travailleurs, les investisseurs, en alignant nos énergies, nous ferons une évidence du fait que pour le transport des personnes, le fait d'avoir un opérateur unique et public se justifie tout à fait en termes d'efficacité de service et par rapport aux enjeux qui sont là. Et puis oui, tout ça s'inscrit dans un cadre européen. Comme je vous le disais, j'étais en réunion, c'est régulièrement le cas avec mes collègues ministres de la mobilité ou des transports au plan européen, avec la Commission, sous présidence slovène. Systématiquement, depuis mon entrée en fonction, je plaide avec d'autres collègues, ma collègue autrichienne, mon collègue luxembourgeois, pour une révision des règles, notamment en termes de subventions au transport international de personnes, au transport international de marchandises, parce que je pense que l'Europe a fait des choses positives en matière ferroviaire, avec les paquets ferroviaires qui visent à une meilleure intégration technique entre les réseaux, qui historiquement sont incompatibles techniquement et aussi par volonté politique un peu nationaliste, mais elle doit absolument revoir ses règles. Le gouvernement suédois a lancé un appel à candidature pour des opérateurs ferroviaires qui pourraient assurer une liaison entre Malmö et Bruxelles. Il n'y a pas eu de candidat. Enfin, c'est ce que m'expliquait ma collègue suédoise jeudi, parce que les conditions de traversée de l'Allemagne, où il n'y a pas de subvention au sillon et où on doit appliquer de façon stricte les règles du marché, font que personne n'arrive à élaborer un business plan rentable pour assurer un Malmö-Bruxelles, malgré une demande potentiellement importante. Comment peut-on changer ça? Comment est-ce qu'en Belgique, on peut aussi donner une subvention, une exonération de frais de sillon, le cas échéant, pour le transport international de personnes, mais aussi quel est le cadre européen qui permet, oui ou non, de subventionner ce type de service pour reconstruire finalement une concurrence loyale entre les transports en avion et les transports ferroviaires. Je pense que la commissaire européenne, que j'aurai encore l'occasion de rencontrer, puisque cette semaine-ci, il y a aussi le Collecting Europe Express, un train qui traverse toute l'Europe dans le cadre de l'année européenne du rail. C'est très bien que la Belgique est demandeuse d'une évolution des règles en la matière, et j'essaye de coaliser d'autres pays en Europe pour pouvoir changer les choses, et j'espère que les Grünen pourront participer au gouvernement en Allemagne et qu'on pourra discuter avec eux de ce sujet pour essayer d'avoir une masse critique suffisante que pour faire bouger les lignes au plan européen.
Merci, Monsieur Gilles-Quinet. Y a-t-il dans la salle une personne qui voudrait ajouter, poser une question, ajouter quelque chose? Je leur demanderai de venir auprès de Juliette qui a donc un micro là. Hein, si elles peuvent se déplacer. Georges Ribaille, Paris. Alors, je vais poser une question à Monsieur le Ministre. Un premier constat. Je pense que la première moitié de votre discours, n'importe quel ministre des Transports d'un pays européen l'aurait tenu il y a 10 ans, le tient aujourd'hui et le tiendra demain. Les vertus du rail proclamées, en 3 termes, comme vous l'avez dit, renforcer la part du ferroviaire voyageurs marchandises. Deuxièmement, l'intermodalité. Troisièmement, l'efficacité économique. Ce sont des poncifs, je dirais, de la politique des transports en matière de ferroviaire. Que depuis 20 ans, 30 ans, les gens rabâchent aux ministres, dans tous les pays. Voilà. Ceci dit, j'aurais aimé vous questionner sur deux questions. Une spécificité de la Belgique qui vous appartient durablement. Vous êtes sous les yeux directs de la Commission par ce privilège géographique. Alors, est-ce que c'est un atout ou une faiblesse? C'est-à-dire l'atout, capacité de lobbying que vous avez évoqué à l'instant, de proximité immédiate, de lobbying plus efficace. Au contraire, handicap. Vous êtes dans la classe européenne des écoliers ferroviaires, sous les yeux de l'estrade de la Commission. Au premier rang, la Belgique est là. Hein. Autrement dit, c'est une attention particulière vis-à-vis des fonctionnaires de la Commission, de ce réseau qu'ils ont sous les yeux, la Belgique. La deuxième question qu'on évoquera dans ces 2 jours, c'est le problème des directions de ces réseaux, infrastructures et réseaux exploitation. En France, nous constatons que depuis la fin du système intégré que vous avez connu, etc., où les directions étaient formées d'ingénieurs spécialisés qui faisaient une carrière dans les chemins de fer, on assiste en France, du moins, à la toute-puissance des financiers, contrôleurs de gestion, financiers, hommes de marketing, qui ont remplacé les exploitants techniciens, ingénieurs, avec des critères tout à fait nouveaux, performance économique, rentabilité, etc. Est-ce que la Belgique pêche de ce même péché qu'en France, ou qui pose la question, au fond, de la compétence, du décalage qu'il y a de plus en plus entre, je dirais, l'exploitation performante et puis au niveau où on ne pense qu'à gagner des sous. Hein, voilà. Et en particulier, dans l'histoire ferroviaire européenne, comment interpréter cette anomalie exceptionnelle que la France a débauché un des grands patrons, M. l'Allemand, venu en France? Serait-ce la fin de l'exemplarité française dont la SNCB, pendant longtemps, a été un bon sujet? Merci. Madame Mailly, oui. J'aime bien, mais c'est important. Du coup, je pense quand même garder un peu d'informations. Monsieur le ministre, enchanté de vous rencontrer. Je dois me tourner vers la caméra, donc excusez-moi, je me mets dos à vous. Voilà, je suis Anita Mailly, présidente de la SBL Catastrophe ferroviaire Beuzing Plus Jamais. J'attire l'attention, enfin, je veux quand même d'abord vous remercier que vous voulez une amélioration quantitative et qualitative du rail. Mes félicitations. Mais c'est un peu contradictoire avec ce qui se passe. Je pense aux fermetures des gares, fermeture des guichets, et ainsi de suite. Mais la fermeture des guichets pose quand même des sérieux problèmes aussi, comme par exemple les personnes qui ont un abonnement payé directement par l'employeur, eh bien, ils ne savent pas prendre leur ticket aux guichets, aux automates. Donc, ça, c'est déjà une lacune importante. Comment venir aussi en aide aux personnes à mobilité réduite? C'est un deuxième gros volet important sur lequel j'aimerais bien votre réponse. Merci beaucoup. Je propose qu'on continue encore avec 2 autres demandes. Excusez-moi, monsieur, avant de vous donner la parole, je vais
Comment donc, je vois qu'un de nos invités donc, désire la prendre. On va essayer donc de rentrer en contact avec Monsieur Mohamed Majoubi qui travaille dans le chemin de fer marocain. Monsieur Majoubi, est-ce que vous voulez bien ouvrir votre micro et donc prendre la parole? Vous m'entendez? Attendez un instant, Monsieur Majoubi, parce qu'on est en train de régler le son. Attendez. Voilà, normalement, Monsieur Majoubi, on devrait vous entendre mieux, en tout cas. Oui, merci Madame Corinne. Je me présente, je suis Mohamed Majoubi, syndicaliste cheminot au Maroc. Premièrement, je dois remercier Monsieur le ministre pour l'exposé qu'il a présenté. Je remercie les organisateurs de ce colloque, notamment l'Université libre de Bruxelles, au nom de Madame Corinne Goubin, et Faire Inter au nom de Monsieur Marnix Dresson. Ma question porte sur l'ouverture du réseau ferré aux concurrents, notamment les entreprises qui travaillent dans le secteur ferroviaire. Comme on connaît tous, le coût élevé de l'acquisition du matériel roulant, le coût élevé de la maintenance du matériel roulant et la volonté des entreprises d'avoir plus de bénéfices que pour garantir un transport ferroviaire qui répond aux exigences de la sûreté, la sécurité, le confort, la ponctualité et la pérennité de l'emploi. Alors, je me demande quelle est la position du gouvernement quant au contrôle de ces entreprises à respecter les engagements reliés. Les engagements liés à la sûreté, sécurité, ponctualité, confort, notamment tout ce qui demande le voyageur, et pour la pérennité de l'entreprise à exécuter ses fonctions, ainsi que les acquis, les avantages et les droits des salariés de ces entreprises. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Madame Corinne. Merci, Monsieur Majoubi. Vous voulez bien fermer votre micro? Merci à vous. Quelqu'un d'autre dans la salle? Oui. Bonjour, Monsieur le ministre. Voilà. Merci. Attendez. Normalement, tout semble... 2. Voilà. Je crois que ça fonctionne. Merci, je n'ai pas l'habitude d'occuper le temps de parole à ce point-là, rassurez-vous. Laurent Bonneau, gérant fondateur de Spontesso SPRL. Je souhaiterais simplement savoir dans quelle mesure le plan Vision 2040 prend en compte les coûts externes dans les choix intermodaux, les plus connus étant évidemment les embouteillages, la pollution, la sécurité routière ou le coût des accidents, autrement dit. Mais il y a également, par exemple, les coûts d'entretien considérables du réseau routier dû au surplus de trafic de poids lourds. Voilà, il y a depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs décennies, des inégalités considérables. Et si on veut regarder les chiffres de manière juste, il faut prendre en compte la totalité des coûts. C'est loin d'être le cas. Vous avez évoqué le système fiscal, tout ça évidemment est lié. Donc je serais très intéressé de savoir de manière précise dans quelle mesure les coûts externes vont être davantage pris en compte à l'avenir. Merci beaucoup. Bien, merci. Je pense qu'il y avait une question également là, dans le fond de la salle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'organisation du colloque, pour votre présence et pour les questions qui jusqu'ici ont été fort intéressantes. Donc je me présente, je m'appelle Maxime Van Laar, je suis militant syndical à CSC Transcom, mais je suis aussi guichetier ou agent commercial comme on dit maintenant. Et j'aurais aimé revenir sur un aspect qui me tient particulièrement à cœur, celui du personnel, à partir de deux événements récents. Le premier date d'hier, c'est ce qu'on a pu voir dans la gare de Leuven-Louvain
avec un afflux gigantesque de personnes, 40 000 d'après les estimations, qui souhaitaient prendre le train, avec des files incroyables à l'extérieur de la gare. L'autre actualité, c'est le protocole d'accord social. Donc c'est le document qui est négocié tous les 2 ans entre la direction et les organisations représentatives et qui va décider de comment on va faire fonctionner le rail de l'intérieur pendant les 2 années à venir. J'ai l'impression, Monsieur Gilles-Quinet, qu'il y a une contradiction entre les ambitions que vous affichez, qui sont tout à fait salutaires et bienvenues, et la réalité de ce protocole d'accord social et la réalité de ce qu'on voit sur le terrain au quotidien en tant que cheminot. Vous disiez que le rail, c'est quelque chose qui obéit à un temps long, et vous avez tout à fait raison. Ça vaut dans le sens des investissements, mais ça vaut aussi dans le sens des désinvestissements. Je pense qu'il y a certaines choses, je crois que c'est M. Stral, mais aussi Mme Mailly qui l'ont souligné, que ce soit le manque de fonds à Infrabel ou la fermeture de certaines gares, voire de certaines lignes, je crains que ce soit des choses que l'on ne puisse pas rattraper, sur lesquelles on aura beaucoup de mal à revenir en arrière. Idem avec la diminution du personnel. On a perdu 30% de cheminots sur une vingtaine d'années. Dans le même temps, le nombre de voyageurs a augmenté et la productivité aussi. Si on diminue le nombre de cheminots, qu'on augmente le nombre de voyageurs, ça fait plus de travail. C'est environ 40% d'augmentation de productivité depuis 2014, puisqu'on parle de 5% d'augmentation par an, c'est les objectifs de Mme Dutordoir, et c'était ceux de son prédécesseur. Les conséquences sur le terrain, elles sont concrètes, elles sont réelles. C'est des problèmes de sécurité, quand on pense aux cabines de signalisation, quand on pense aux métiers comme Sécurail, qui ne peuvent pas fonctionner correctement. C'est aussi un problème de qualité d'emploi et de bien-être au travail qui est très très saillant. C'est des sous-effectifs chroniques, c'est des personnes qui sont débordées, c'est des personnes qui s'effondrent en larmes quand elles reçoivent leur tableau de service. C'est des gens qui disent « je n'ai plus la joie de venir travailler » suite notamment à l'annonce de la fermeture des guichets. Si on veut un rail efficace, il faut certes investir dans le matériel et dans l'infrastructure, mais il faut aussi investir dans le personnel. Faire rouler un train, c'est environ 300 métiers. Il n'y a aucun de ces métiers qui actuellement va bien. On voit des diminutions de personnel partout, sauf dans les postes de direction. Et je fais le lien avec ce que disait l'intervenant français à ce sujet-là. On va dans un sens d'une direction tout à fait néolibérale, managériale et financière de la SNCB, avec des objectifs commerciaux, mais très peu d'objectifs en termes de qualité du service et de qualité de l'emploi pour le personnel. Et donc j'aurais aimé savoir, par rapport à ça, qu'est-ce que vous proposez, que pensez-vous du protocole d'accord social, et que pouvez-vous faire en tant que ministre, puisque le thème c'est la puissance publique et le rail, pour que la direction dans laquelle va la SNCB ne rentre pas en collision frontale avec les ambitions que vous affichez pour le rail et qui sont tout à fait indispensables pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Gilles-Quinet, je vous propose d'essayer d'aborder des points qui semblent les plus importants pour vous en 6 minutes. Je vais essayer en commençant par les derniers, qui rejoint d'autres questions qui ont été posées. Je vous l'ai dit, je suis ministre depuis 1 an. Je dois assumer 20 ans de choix qui ont été posés en termes d'investissement, en termes de direction qui sont donnés, et essayer de fixer un cap pour le futur et d'aligner tout le monde autour de ce cap, y compris les membres du gouvernement dont je fais partie, pour obtenir les meilleurs moyens pour le faire. Par exemple, sur la question des guichets que vous connaissez bien, sur laquelle, madame, vous m'interpellez. Je parle d'un contrat de gestion qui date de 2008, qui est échu depuis 2012 et qui ne donne aucun levier au ministre pour donner des exigences aujourd'hui de maintien, d'ouverture de guichets, puisque cette question ne figure pas dans le cadre actuel. C'est pas pour ça qu'on ne peut évidemment pas en discuter. Et il faut tenir aussi en compte d'une évolution de la société, une digitalisation toujours plus forte qui ne doit laisser personne sur le côté. Et donc, comment on trouve l'équilibre entre le fait que les attentes sont aujourd'hui différentes de la part des clients et le fait de ne laisser personne au bord de la route, c'est une des parties de l'équation que nous devons résoudre. De la même manière, on ne fera pas demain une SNCB Infrabel sans ses travailleurs.
Mais on ne fera pas non plus la SNCB à Infrabel de demain comme elle était hier et avant-hier. Nous devons être capables d'évoluer en termes de modernisation, en termes de services de qualité. Et c'est la tension qui est aujourd'hui présente dans un contexte qu'on a peu abordé également, qui est que nos entreprises ferroviaires ont ponctuellement très fortement souffert également en termes de recettes de la crise du Covid et qu'il a fallu largement compenser tout ça. Et donc on est dans un moment qui est un moment de transition avec une évolution qui était assez linéaire du nombre de personnes qui prenaient le train. C'est une évolution qu'on connaît depuis les années 2000, ce qui augmente les recettes et donc les moyens propres de la SNCB, qui s'est interrompue brutalement avec la crise du Covid. J'espère qu'en attirant par un meilleur service encore plus de personnes demain, on pourra générer des recettes supplémentaires et conclure des accords sociaux plus ambitieux que ce qui est possible aujourd'hui. Dans un cadre, effectivement, où on est sous l'œil de l'Europe, ici à Bruxelles, pour répondre votre question. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je pourrais vous répondre en 2024. Puisque c'est la première fois qu'on fait l'exercice d'octroyer le Direct Award à une société ferroviaire en Belgique. Quel sera le regard de l'Europe sur l'exercice que nous allons réaliser? Est-ce qu'elle estimera que le niveau de transparence est suffisant, que les dotations promises par l'État à l'opérateur ferroviaire sont justifiées par le service qui est demandé? Je ne peux pas le dire. J'essaye d'utiliser la proximité comme un avantage pour essayer d'influencer la Commission. On a une commissaire roumaine qui est très intéressée par les questions de transport de marchandises par camion, un peu moins par le train, malheureusement. Ça, c'est la réalité politique. J'espère qu'en tout cas, la proximité nous permettra d'obtenir des subventions dans le cadre de Connecting Europe Facility pour des projets que nous avons, notamment enfin achevé les travaux de modernisation de l'axe 3 entre Bruxelles et Luxembourg. Nous vous avons envoyé pour gérer SNCF Réseau. Ah, comment on l'appelle comment? Réseau. Luc Lallemand, qui est l'ancien patron d'Infrabel, qui est je pense, un excellent technicien. C'est un ingénieur. Le ministre français, M. Djebari, m'en a dit grand bien. Je ne sais pas si c'est une référence pour vous, mais effectivement, on connaît cette tension dans les entreprises ferroviaires, à la fois entre les ingénieurs qui connaissent le réseau et les financiers qui doivent faire en sorte que les investissements réalisés et les coûts correspondent aux dotations octroyées par les États et aux recettes liées soit aux frais de sillon pour ce qui concerne Infrabel, soit aux recettes voyageurs. Et cette tension existe de façon évidente. Alors on peut le voir de façon négative en disant on presse le citron et je pense qu'on a été trop loin par le passé en la matière. Mais on peut aussi remettre en cause certains fonctionnements pour une amélioration du service au profit de tout le monde. En Belgique, on a fusionné des cabines de signalisation au niveau d'Infrabel. Je sais qu'à l'époque, ça a posé beaucoup de questions pour les travailleurs qui étaient dans ces cabines de signalisation. Mais au total, aujourd'hui, il me semble qu'on a quelque chose qui fonctionne de façon efficace et qui nous permet de dégager des moyens pour des investissements. Donc les choses ne sont pas blanches ou noires. Et pour répondre aussi à notre collègue marocain par rapport à sa question relative à la sécurité dans tout ça, il est clair ici en Belgique, et je le dis devant madame qui représente aussi les victimes d'un accident dramatique qui nous a tous marqués, l'accident de Boisingen, les questions de sécurité sont prioritaires et ont généré des investissements aussi massifs dans le système TCS notamment, qui font qu'à tout moment, la sécurité sera première, ce qui parfois
a des conséquences sur la qualité du service. Je me rappelle que le jour des inondations, à 6 h du matin, on décidait avec Infrabel, après un premier déraillement, je pense qu'on a bien fait vers le 15 juillet, d'arrêter toute la circulation parce qu'on ne pouvait pas mettre en danger les voyageurs. Et ici en Belgique, en tout cas, on peut faire des reproches à notre système ferroviaire, la question de la sécurité est première. Et moi, je regarde vers demain. Je l'ai dit, les ambitions de notre accord de gouvernement sont claires. Elles nécessitent des moyens. Elles nécessitent aussi du dialogue pour aligner tout le monde. Mais je pense que nous sommes en état de donner, avec les travailleurs, avec les entreprises, un avenir au rail. Et il y a un momentum qui est lié aux questions climatiques, aux externalités négatives que vous avez citées également. Je pense qu'il y a une concurrence déloyale aujourd'hui entre le rail et d'autres moyens de transport. J'ai cité l'avion pour le transport international, mais le camion, c'est aussi le cas. Et souvent, le ministre que je suis, quand je réclame des moyens supplémentaires à la table du gouvernement, on me dit « mais tu te rends compte que tu nous coûtes cher ?» À ça, je peux répondre, mais les gars, vous savez ce que ça coûte un aiguillage? Je veux dire, on est dans des investissements qui sont lourds, mais qui sont des investissements qui sont durables. Mais je peux répondre aussi, vous savez ce que nous coûte ou ce que nous coûtera demain les émissions de CO2, les accidents de la route, la réparation des routes, qui malheureusement en Belgique, vous êtes français, dépendent d'un autre niveau de pouvoir. Ça, c'est la lasagne institutionnelle belge. Mais c'est vrai que si on compte toutes les externalités, évidemment, le train a une force concurrentielle forte. Il faut pouvoir simplement en convaincre et sortir des logiques de court-termisme qui fait que pour les entreprises, c'est plus facile de recourir au camion parce que c'est plus rapide, c'est plus souple et ça coûte moins cher à court terme. Et donc, il faut pouvoir avoir une offre concurrentielle et pouvoir placer les perspectives à plus long terme, d'où l'enjeu de la vision 2040 que nous proposons. Et j'ai la faiblesse de croire que nous pourrons tous ensemble y arriver. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Quinet. Donc, la première séance du colloque se termine. Je vous remercie de vous être prêté à ce premier jeu de débat et de prise de parole collective. Donc, nous avons un petit quart d'heure de pause café et nous revenons ensuite donc dans cette salle pour la deuxième séance plénière du colloque. Merci à vous.